Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 65 aujourd'hui. Et c'est le retour des grandes tribunes. Pendant l'été, il y a eu les petites tribunes de 35 minutes, 45 minutes à consommer comme ça, un petit peu comme un petit verre de rosé ou des tapas. Bref, ça se mangeait rapidement et ça se buvait rapidement. Mais en tout cas, bienvenue les amis dans cette tribune version 2026-2027. C'est un peu le mode cahier 21-29-7. Là, c'est parti, c'est l'heure de la rentrée. Pour nous, l'émission va passer à plus d'une heure, comme d'habitude. Vous le savez, notre émission est en podcast, audio, sur toutes les bonnes plateformes et aussi sur notre chaîne YouTube 100% PSG, ici, Paris-Île-de-France, à laquelle vous devez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez la partager aussi et la conseiller à vos amis. Aujourd'hui, on va atteindre là je vous l'annonce, aujourd'hui 18 000 abonnés, c'est déjà pas mal et on va atteindre les 20 000, j'en suis sûr, avant la fin septembre. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité estivale et aussi pour cette saison. Sachez que cette saison ici Paris-Île-de-France va vous proposer pas mal de nouveautés. Déjà, tous les matchs en live radio, ça vous avez l'habitude, mais ça sera aussi tous les matchs en YouTube live. Ça sera toute la saison désormais chez nous, plus de nombreux contenus exclusifs. Et avant de lancer cette émission, le sommaire de cette émission, permettez-moi de passer deux messages très importants et je vais vous solliciter pour envoyer un maximum de likes, de messages et de bonnes vibrations à ces deux personnes. Alors le premier mot doux, il s'adresse à Pia Clément. Notre Pia Clément, que vous n'allez pas retrouver tout de suite à l'occasion de cette rentrée radio sur ici Paris-Île-de-France. Pia a eu un accident domestique. En gros, faut pas appeler Pia pour faire des travaux chez vous, ça je vous le conseille. On l'embrasse en tout cas. Elle va revenir très très bientôt et très vite avec nous. Pour l'instant, elle doit se reposer. Tu as intérêt de te reposer correctement avant de nous revenir pleine balle. Ça, j'en suis certain. Donc, des énormes bisous à notre Pia nationale. Reviens-nous vite. Et puis, la deuxième bordée et autre volée de bonnes pensées. Là, c'est un peu plus léger. C'est pour celui qui m'a remplacé pendant tout l'été. Romain Bédouc, jeune marié, ce week-end, le week-end qui vient de passer, s'est passé la bague au doigt. On embrasse les mariés, on embrasse toute la famille Bédouc. Que du bonheur à vous deux et à la petite famille. On vous embrasse. Voilà, je compte sur vous, les amis, pour plein de messages et de likes pour Pia et Romain. Sur ce, Ferran, Louis, Fabiane, Gvisha, Ousmane nous attendent. C'est l'heure du sommaire. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui se fait peur hier à Rennes pour la première journée de championnat de Ligue 1. Première journée et un match nul. 2 buts partout face à Rennes. Héros de la soirée pour le Paris Saint-Germain. Ferran Torres, nouvelle recrue, est déjà décisive cette recrue. On va bien sûr en parler. On va se faire un petit j'aime pas de ce match de Rennes que l'on va débriefer. Puis on va se poser quelques petites questions comme à notre habitude dans cette émission. On ne va pas changer les bonnes habitudes. Ferran Torres, déjà plus qu'un remplaçant. Oui, on attaque direct, c'est parti. Déjà, est-ce qu'on joue au bon taux là devant, tu vois? Est-ce que tu commences déjà à changer? Mais en tout cas, l'homme à la mèche, j'adore ce qu'il se remet tout le temps la mèche comme ça pendant le match. Et bien en tout cas, Ferran Torres va peut-être rabattre les cartes et rebattre les cartes du côté du PSG. Concurrence accrue dans l'effectif. Luis Enrique a déjà annoncé la donne, la nouvelle arme. Est-ce que c'est la nouvelle arme du Paris Saint-Germain? Est-ce que ça va peut-être permettre au PSG de passer un nouveau step? On va en parler. Puis Mercato, Paris doit-il encore recruter? En tout cas, hier soir, Luis Campos, le directeur du football, l'a laissé entendre sur la chaîne Ligue 1+. On y reviendra. De cela et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Aymeric Le Gall de 20 minutes. Salut Aymeric. Salut Bruno, salut tout le monde. De retour et bienvenue. Reprise de vacances. Reprise très compliquée, mais après un mois et demi aux États-Unis, on est là. On est très content de retrouver le studio. Excuse-nous, monsieur faisait la Coupe du Monde. Alors, juste les amis, si vous entendez un petit bruit derrière, sachez-le, on a mis un ventilo parce que la clim a pété dans le studio 542. Donc, en fait, j'ai mis un petit ventilateur, donc on entend
c'est normal. C'est normal. C'est pas en train de vous dire avec votre podcast, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, c'est quand on a mis ça, on est déjà en train de goûter dans le studio. Un homme qui a passé l'été déjà avec la team PSG, c'est Ilyes Peters de Culture PSG. Salut Ilyes. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue Ilyes, et on salue la team de Culture PSG et l'éminence grise, Philippe Goguet. Et puis un nouveau pour cette nouvelle saison. Vous allez découvrir des nouvelles têtes cette saison, des nouveaux débatteurs pour ce mois de septembre. Son visage et sa voix, vous la connaissez par cœur. C'est David Aiello de Ligue 1+. Salut David. Salut Bruno, salut à tous. Je vais essayer d'être un petit peu le Ferran Torres du coup, tu vois, de l'émission. Tu rentres, tu vois, voilà, faut que ça fracasse. Pas de période d'adaptation, on y va direct. Par contre, t'as pas de mèche. T'as pas la mèche. C'est pas mon truc. Non mais ça, il y a une mèche, c'est la tienne, tu vois, il peut pas y avoir deux mèches dans le même studio. Moi, je suis vraiment content qu'il y ait une team mèche, voilà, désormais. Et hier soir, vraiment, j'étais en train de regarder le match avec mon fils et je disais, regarde lui, il regardait la technique et je fais, regarde sa technique de remettre sa mèche pendant qu'il court. Je trouve ça très joli. Donc, en tout cas, voilà pour Ferran Torres. Bienvenue, David, merci, dans la famille Tribune. Heureux que tu nous rejoignes pour cette saison, les copains. On va attaquer par cette première journée de Ligue 1, ce 2 partout, le PSG mené 2-0, voilà, un peu dans la torpeur pour nous. Je sais pas dans votre canapé comment vous étiez, mais moi, je suis en train de me dire, c'est pas possible, ils vont nous refaire le coup de Lens. On était en train de repartir un peu sur le même tempo avec cette équipe bloc bas qui nous attend et qui va en projection, en tout cas, qui était assez rapide dans ce qu'elle faisait pour aller vers l'avant du côté de Rennes, et Paris qui est donc revenu 2 buts partout grâce à Fabi, puisque c'est ce petit surnom pour Fabian. Fabi, on l'a découvert par Ferran Torres, et Ferran Torres qui a donc marqué pour le Paris Saint-Germain. Petit tour de table très rapide. Est-ce que ce match, comme ça, en le regardant, vous a inquiété, ou est-ce que voilà, c'est arrivé à l'heure, il y a 2 partout et on va pas s'affoler? Moi, j'ai passé une très belle soirée de football, plein de buts, un stade qu'on aime retrouver, une équipe rennaise qui était vraiment là pour embêter les Parisiens. Donc, on va pas commencer à s'inquiéter de la manière dont le PSG a joué, qui est encore en préparation au bout d'une journée, d'une mi-temps. Je trouve que la réaction a été plutôt bonne, et moi j'étais juste content de retrouver mes joueurs avec un super maillot extérieur, des nouvelles recrues. Non, franchement, la vie est belle. On va pas commencer maintenant. Mais franchement, que notre râleur, un de nos râleurs en chef soit comme ça me fait plaisir. Moi, je suis apaisé là. Je vois que les vacances de Ligue des Champions, gros. Ah bah on est apaisé. David, toi de ton côté, ce match? Non, pas d'inquiétude, parce que tout simplement, à double titre, j'ai envie de dire, le premier point, si tu l'as dit, c'est qu'ils sont en pleine préparation, tu as plein de joueurs qui sont revenus très tard, des nouvelles recrues, donc tu n'as pas les automatismes, et finalement, même en prenant en compte ce critère-là, tu as quand même eu des jolis mouvements. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'en fait, cette équipe, elle t'a prouvé depuis pas mal de temps maintenant qu'à 2-0, c'est pas fini. Et toutes les histoires de non, mais ils bazardent la Ligue 1, ils s'en fichent avec la Ligue des Champions, c'est faux, c'est archi faux. Le nombre de matchs où tu sens bien qu'ils ont la haine de la défaite et qu'il n'y a pas moyen de perdre un match, même t'es mené 2-0, bah, tu vas revenir et tu sais que c'est possible. Je pense que même les équipes qui les affrontent le savent. Tu mènes 2-0 à la 85e, c'est que t'es pas fini, quoi. Ils vont rien lâcher. On l'a vu plein de fois. Donc non, il y a voilà, et la réaction est salutaire, plus le coaching, mais on en reparlera. L'homme qui n'était pas dans son canapé, mais qui a pris la route et qui est allé du côté de Rennes, c'est Ilyes. C'est vrai qu'elle déteste la défaite, et on le voit toujours autant. Si c'est pas les joueurs qui ont commencé, c'est ceux qui remplacent qui font le job. Ce PSG est allergique à la défaite, mais du Stade OM, moi aussi, un peu comme Aymeric, j'ai passé un très bon moment pour un match de reprise fin août. Franchement, il y avait de l'intensité, de la qualité des deux côtés. J'aimerais appuyer un peu sur ce qu'a fait Rennes, notamment en première période, parce que il faut saluer ce plan de jeu, cette qualité technique, ces buts qu'ils ont réussi à mettre au Paris Saint-Germain. Maintenant, on l'a dit, le PSG n'a pas lâché. Il y a eu du coaching payant et fort de Luis Enrique, on en reparlera. Il y a beaucoup de choses à dire, malgré le fait que ce ne soit qu'une première journée. Il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le terrain et aussi dans les messages envoyés par Luis Enrique. On a vu un beau match hier. Les 3 points ne sont pas encore pris par le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, ouais, c'était une belle soirée. Parce qu'effectivement, on est le 23 août, enfin, c'était le 23 août hier, et aujourd'hui, on est le 24 août pour enregistrer cette émission. Et effectivement, il y a déjà pas mal de petits messages qui sont passés, parce qu'il s'est déjà passé des choses. On le rappelle, la Supercoupe, on le rappelle, le Trophée des Champions. Supercoupe, c'est dans la poche. Le Trophée des Champions, c'est perdu. Oui, je sais, on n'était pas là la semaine dernière pour le podcast. Je vous explique. 3 secondes, vous avez compris, Pia avait un petit problème. C'était elle qui devait prendre la main et qui devait enregistrer cette émission-là. Donc, on n'a pas pu. Voilà. Page refermée. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas débriefé ce Trophée des Champions. Et c'est vrai que Luis Enrique avait besoin de nous faire passer des messages. Les gars, vous me permettez, David est notre nouvel invité. Donc, c'est lui qui va attaquer le tour de table avec
un j'aime ou un j'aime pas, tu choisis, c'est à toi de voir. J'ai choisi un j'aime que je viens d'évoquer, à savoir le coaching fort de Luis Enrique à plus d'un titre. Déjà, je trouve que il est hyper important d'être, il continue à être aligné dans son message. Le collectif avant tout. Alors, on a compris depuis 3 ans maintenant que c'était le maître mot, mais je trouve que là, il l'a martelé d'entrée de manière très forte, parce que quand même, sortir ton ballon d'or à la mi-temps, plus le joueur qui te porte également, en gros, tes 2 stars offensives, de manière tout à fait méritée, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui l'auraient fait. Tu as beaucoup de coachs qui et surtout pour faire entrer en plus parfois des joueurs assez inexpérimentés. Donc, je dis à double titre parce que tu as ce côté, j'envoie un message au cadre pour leur dire si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous sortez et il n'y a pas de statut. On a d'autres joueurs. Et l'autre facette du coaching de Luis Enrique que j'aime beaucoup, c'est la confiance en fait, qui est son maître mot depuis qu'il est arrivé, depuis le jour 1. On n'a jamais vu un coach qui parle. Je pense que le mot qu'il a le plus envoyé en conférence de presse, c'est confiance à chaque fois. Et là, tu as un petit jeune qui est là, il arrive et il lui dit non, mais combien de coachs sont là? Ils disent non, mais attends, petit, on va y aller progressivement avec toi. Tu te rends compte, il faut remplacer le ballon d'or, il faut remplacer Kvaratskhelia. Non, c'est t'y vas, j'ai confiance en toi, tu vas y aller et tu vas réussir. Et ça, c'est super fort, je veux dire, des deux côtés. C'est-à-dire que tu motives tes cadres et puis les petits jeunes qui arrivent, tu arrives dans un club qui est double champion d'Europe, tu dis aux petits jeunes, mais nous, on a confiance en vous. Et tu viens d'un club beaucoup moins huppé, avec beaucoup moins d'exigences, mais nous, on croit en toi. Et d'ailleurs, ça a été payant une nouvelle fois. Donc, on peut que le saluer, c'est hyper positif aussi, je pense, pour la suite de la saison, par rapport à l'exigence qu'il veut avoir sur la suite, à savoir, ok les gars, on est double champion d'Europe, mais c'est encore plus dur en fait. À chaque fois, on le sait bien, dans le sport de haut niveau, le plus dur c'est de persister tout en haut. Et le message envoyé est hyper positif. Et sur la chaîne Ligue 1+, sur laquelle tu travailles, Luis Enrique a été interrogé par Guillaume O'Haraud. Il a été énorme. La sortie en plus qui fait Luis Enrique à la fin. Alors je voulais pas l'isoler, mais par contre je l'ai récupéré. Le football, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain n'a rien gagné. Il insiste sur le rien gagné. Et ensuite, si tu penses que tu as gagné, tu ne vas rien gagner par la suite. La chose la plus importante pour moi, c'est qu'il n'y a pas de crédit. Tu dois montrer chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match que tu es prêt. Sinon, c'est trop facile de se reposer. Non, on cherche à gagner tout le temps. Et pour cela, tu dois sortir de ta zone de confort. Est-ce que c'est clair ? Point d'interrogation. Et là, il pose le micro et il se barre. La sortie est exceptionnelle, il faut la voir. Guillaume O'Haraud est là. What the fuck? Et là, c'est vraiment. C'est une super scène. Il a 23 août. Il a déjà rappelé la problématique. C'est bien parce qu'après, souvent, il dit que ses choix, on va voir sa philosophie par ses choix. Hier, il a allié un peu les deux, la parole, le geste d'abord en faisant ça à la mi-temps. Sortir son ballon d'or, Kvara, on était tous à peu près d'accord sur leur première période. Ousmane, déjà il y avait Lens où tu as ce raté, hier c'est encore le cas. Ce débordement côté droit d'Achraf Hakimi qui fait un travail énorme, cette passe en retrait 6 mètres, grande ouverte. Après, il y a beaucoup de monde devant lui, mais malgré tout, le corps est en arrière, le ballon va très très haut pour la surface où elle arrive. Donc, moi, je suis assez content de voir ça. Ça va, comme tu dis, ça c'est le thème de tout à l'heure, mais évidemment que ça va ramener de la concurrence, une concurrence différente, parce que si on avait gardé les joueurs de la saison dernière, Canguilhy et Ramos ne seraient pas rentrés à la 45e, à mon sens. Après, il fallait aussi les tester dans l'adversité, les deux, Mika Götze et Ferran Torres. C'est Luis Enrique qu'on connaît, il ne transige jamais, comme il dit, on n'a rien gagné, on repart à zéro. Maintenant, il faut voir juste au niveau de la concurrence, dans quel état d'esprit ça va se faire, comment un Dembélé réagit à ce genre de coaching. On sait que c'est pas un élément casse-bonbon dans un groupe, mais quand tu as du lourd comme ça qui arrive, Ferran Torres, il lui fait une petite bise sur le front en arrivant, donc intéressant à suivre ce premier match, l'après-premier match du PSG. Ouais. Il a repris les clés, il a rappelé que il n'y avait pas de star, que c'était lui le patron et que c'est lui qui allait diriger. Je pense qu'à la mi-temps, c'est ça sa volonté première en fait. Quand le PSG rentre au vestiaire à 2-0 et que du stade, on voit que Mika Götze et Ferran Torres sont directement à l'échauffement. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, le but c'est pas forcément de revenir à 2-2 ou d'aller arracher le 3-2, c'est vraiment d'envoyer ce signal à Ousmane Dembélé, à Kvicha Kvaratskhelia et au reste des cadres titulaires
titulaire. Donc vous n'êtes pas là, pas encore à 100% pour la première journée, vous sortez. C'est exactement ce qu'on a dit, c'est l'exigence de Luis Enrique qui, dès la première période de la première journée, il attend pas. Il n'a pas le temps d'attendre et il faut être prêt de la première minute du premier match de la saison à la dernière minute du dernier match de la saison. Alors j'entends ton propos sur le premier match de la première saison, mais on avait déjà des choses qui sont passées. On a déjà vu des choses, David, au Trophée des Champions, qui nous signalaient qu'il y a 2-3 qui n'étaient pas prêts. Bon, bah là, il a fait passer les messages en disant, bon, vous savez quoi, moi j'en ai d'autres qui ont fait leur préparation, on y va. Ouais, et il a fait passer le message pour une fois de deux manières, parce que c'est vrai, on l'a rappelé, il dit souvent, pour comprendre mes choix, regardez ce que je fais, mes actes. Là, il a joint la parole, donc ça veut dire, tu vois, parce que souvent, quand il veut pas évoquer un sujet, tu sais, il s'énerve ou il botte en touche. Là, il est allé, tu vois, ce que tu viens d'évoquer, cette sortie sur le plateau de Ligue 1+, il dit exactement, enfin, tu vois, il envoie le message également par la parole. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, tu vois, c'était pas anodin, et il y a quelque chose, on a vu plusieurs plans pendant la première période où on voit qu'il est très très affecté par ce qu'il voit, pas content du tout du contenu, donc ça doit effectivement coïncider avec pas mal de jours et de prestations qui lui ont pas plu, et voilà, donc là on sait. Et en conférence de presse d'après-match, justement, il a souligné et félicité en fait les rentrants. Il a évoqué les rentrants qui sont rentrés, je cite, dans un match compliqué. Il a même parlé des joueurs qui étaient absents de la feuille de match. Donc on rappelle que Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye ou encore Seny Mayoulou n'ont pas été retenus pour ce match. Il n'a pas eu un mot pour les titulaires, sans doute pour ne pas les accabler publiquement, mais si on lit entre les lignes, il remercie et il félicite les remplaçants et les absents. Il a ajouté sur Ligue 1+, aussi Akliouche extraordinaire, ou en tout cas top. Enfin, il est fan, j'ai l'impression qu'Akliouche, ça lui plaît beaucoup sur ce qu'il voit en match. C'est vrai que plutôt plaisant de ce qu'on voit, et de l'attitude en plus du garçon. Ça, on n'avait pas de doute. Ouais, quand tu regardais quelques matchs de Monaco, moi j'avais des doutes. Il est comme ça. Ouais, c'est ça, mais je pense que justement il a trouvé là un contexte très favorable, parce que Monaco, à tous les plans, c'était pas exactement le même cadre, quoi. Effectivement. Alors, Ilyes, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Moi, j'élargis un peu plus globalement sur la ligne d'attaque et la première période du trio offensif. Donc, on a évidemment parlé d'Ousmane Dembélé et de Kvaratskhelia remplacés tous les deux à la pause. J'ai pas envie de passer sous silence la performance de Kvaratskhelia aux dépens de celle d'Ousmane Dembélé. Je pense qu'on insiste beaucoup sur celle du Ballon d'Or à juste titre, hein, c'est le leader offensif de cette équipe. Mais au moins, il a eu le mérite, je trouve, d'être volontaire. Il a eu du déchet, il n'a pas été en réussite, ni techniquement, ni physiquement, et à l'image de ce face-à-face manqué juste après la demi-heure de jeu et juste avant le 2-0 rennais. Mais Kvaratskhelia, aucune différence, c'est le match moyen de Kvara en Ligue 1. Pourtant, cet été, on a entendu beaucoup de choses positives sur lui, comme quoi il n'avait pas eu de Coupe du Monde et qu'il s'était préparé justement pour revenir très fort dès le début de saison, qu'il a le Ballon d'Or dans un coin de sa tête. On avait vu des choses très positives aussi lors du Trophée des Champions. Il avait marqué un but splendide, il avait rayonné là-bas à Salzbourg sur la Supercoupe, absolument. Mais hier, je reste sur ma faim concernant ces deux-là, et Luis Enrique les sanctionne d'entrée. Désiré Doué non plus, je trouve que c'est quand même le membre du trio qui se détache un petit peu, mais ça manque encore de consistance. Alors il a eu cette Coupe du Monde, il est rentré assez tard, mais je pense quand même que on peut en attendre plus de Désiré Doué sur un tel match. Voilà, le trio d'attaque ne m'a pas donné grande satisfaction, et il souffre de l'entrée de Mika Götze et de Ferran Torres qui ont changé le match à partir de l'heure de jeu, quoi. Aymeric, ce trio d'attaque, effectivement, avec un Kvara. Alors, si je me souviens bien de la saison dernière, Kvara, mode gros chat. C'est-à-dire que début de saison, ça se met en route, c'est du diesel, mais du bon vieux diesel. Après, quand tu vois comment il a fini, moi, il peut finir 100 fois comme ça, il n'y a pas de souci. Mais évidemment. Voilà, mais et le contexte est différent cette saison. Comme l'a rappelé Ilyes, il n'a pas joué la Coupe du Monde, il revient avec une grande fin. On parle de lui pour le Ballon d'Or. On parle d'une super prépa. Enfin, c'était vraiment le mec qui a été mis en avant pour son travail, son abnégation et son envie de croquer des victoires directes. Et hier, tu te dis, il manque encore la musique de la Ligue des Champions, quoi. Je sais pas, parce que Rennes PSG, c'est une grande affiche, c'est une grande ambiance, c'est le retour de la Ligue 1.
tu as fait une prépa de malade. Moi, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce côté un peu balourd, quoi. Donc, bon, après. Après, Francaise lui a mis. Il avait une prise à 2, voire prise à 3. Il l'accompagnait vraiment pour lui fermer tout l'angle là, dès qu'il veut se mettre sur son pied. On l'a vu 2-3 fois sur plusieurs séquences où, quand il veut rentrer. De toute façon, dans toutes les analyses qu'on va faire aujourd'hui, on n'enlèvera jamais ce qu'a fait le Stade Rennais hier. Ce pressing intense, tu avais l'impression qu'ils étaient 15 sur la pelouse, qu'à chaque fois qu'un Parisien avait le ballon, ils étaient 2 ou 3 dessus en permanence. C'était assez beau. Après, tu savais qu'au bout d'une heure de jeu, ça allait peut-être un peu baisser de pied. Mais donc voilà, on salue la performance des Rennais, mais effectivement, Guevara très, très décevant. Après, Doué. Je t'ai vu tiquer sur Doué. Je l'ai trouvé quand même, c'est le meilleur élément offensif d'hier. Évidemment que c'est pas encore du grand Doué, mais je trouve quand même qu'il progresse assez vite. Il montre qu'il est quand même sur une bonne mentalité. Je trouve que ses passements de jambes, ses envies de faire la différence en 1 contre 1, il y a de la puissance. Il n'a jamais essayé. Il s'est procuré 5 fautes assez claires dans les 20-25 derniers mètres rennais. Donc voilà, évidemment qu'on le sort tous de ce trio-là par rapport à la performance d'hier. C'était pas dingue, mais heureusement quand même qu'il était là. Et puis heureusement que les remplaçants sont arrivés, parce que les deux derrière. Ousmane, ça restera toujours le ballon d'or. Les 2 dernières saisons qu'il a faites, on ne les oubliera jamais. Elles sont là, elles existent. On espère que la 3e va exister. Mais l'ancien Ousmane ne sera jamais mort. Le Ousmane fumeur de pigeons, il y a toujours ce truc-là. Il en a envoyé quelques-uns dans les gradins, effectivement. Juste quelques stats, les amis, par rapport à la rencontre d'hier soir. 70% de possession de balles quand même pour le Paris Saint-Germain. On est sur 737 passes contre 326 pour l'équipe de Rennes, dont 660 réussis pour le Paris Saint-Germain. On a quand même on s'est procuré 13 occasions, et en termes de tirs, on est sur 19 tirs pour le PSG. Voilà, on a quand même développé quelque chose, il s'est passé quelque chose sur le terrain. Juste, je me permets, je me retourne vers toi pour le dernier j'aime ou j'aime pas. Avec toi, Aymeric, je te redonne le micro et on ira voir les copains pour voir si ça réagit. Je voulais d'abord passer un message de remerciement aux South Winners et à tous les ultra marseillais qui nous ont préparé un tifo à l'avance, Viva Roja, oui, c'est ça. Pour célébrer l'Espagne championne du monde. Nos Espagnols champions du monde sont entrés, ont fait du bien. Fabian Ruiz, il joue une demi-heure et il débloque tout, quoi. L'élégance, la classe, le côté, vraiment, je disais papa ours, parce que calmez-vous les enfants, j'arrive et je reprends les clés du jeu. J'ai trouvé vraiment impactant dès le début, dans l'orientation du jeu. Il dégage tout de suite quelque chose, d'autant que les 2 autres milieux de terrain portugais, on en parlait hors antenne, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont pas encore arrivés, sont pas encore au top de leur forme, parce que ce qu'ils ont montré n'était pas dingue. Donc Fabian Ruiz, clairement, sur la lignée, même s'il n'a pas toujours été titulaire avec l'Espagne, sur la lignée de sa Coupe du Monde. Tu sens que la connexion avec Ferran Torres, c'est les yeux fermés. Quand tu as un mec qui te fait des appels de balles aussi délicieux et que tu as un pour te les servir par des passes comme ça, oui, que du bonheur de retrouver Fabian Ruiz, qu'on a beaucoup critiqué en début de son aventure parisienne. Moi, je n'oublie vraiment pas. J'ai clairement cru qu'il était perdu pour ce club et que je ne retrouverais pas le Fabian Ruiz qu'on pouvait voir à Naples. Non, c'est papa, il est au PSG et c'est son milieu de terrain et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et on rappelle la phrase de Ferran Torres, c'est quand Fabi fait des passes comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est marquer le but. Voilà, c'est quand même... Mais il fait quelque chose quand même, Ferran Torres, sur le but de la tête, c'est que, parce que ça a été disséqué, après on l'a revu, l'appel qu'il fait, en fait, il appelle la passe, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit, il lève le bras, tu vois, c'est l'appel, dire je suis là, donne-la moi, quoi. Alors après, l'autre, il lui met un caviar parce qu'on connaît sa qualité de passe. Mais pour moi, c'est important de parler de cette connexion, tu viens de l'évoquer, parce que je pense, et on le sait, ils parlent le même football. On en a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde du fait que la supériorité de l'Espagne, en fait, elle vient aussi du fait qu'ils ont cet ADN de jeu. Ils se connaissent depuis des années. Et voilà. Et puis, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en Espagne, dès qu'ils ont 10-12 ans, ils sont formés tous collectivement à jouer d'une certaine manière. Et au Barça encore plus particulièrement, mais de manière générale. Donc, ils ont cette façon de jouer, tu vois, ce mouvement, tu donnes, tu te déplaces et tout. Et du coup, le mec, il arrive directement, il se trouve les yeux fermés parce qu'en fait, ils ont appris à jouer comme ça, ils sont comme ça. Donc, je pense qu'effectivement, cette connexion, elle peut être super intéressante. Il y a ce côté, je reviens un petit peu sur Torres, mais ce côté clinique devant le but qui peut être intéressant dans le rôle finalement de Ramos, de super sub aussi. Mais peut-être qu'il va faire plus que ça. Parce que attention, ne part pas sur le débat. Attention, j'ai un petit débat. Je reviens. Et je reviens pour dire que oui, bien sûr que Fabian Ruiz, il a fermé des bouches, comme on dit, depuis pas mal de temps.
foot maintenant. Mais alors attendez, moi, Iliès, je vais me tourner vers toi, et puis après derrière on va faire un tour de table sur cette question-là. Moi je veux bien qu'on est en train de nous dire Gvara, Ballon d'Or, etc. Mais moi, quand je vois rentrer Fabian Ruiz hier soir, non, mais attends, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde dans l'armoire à trophées pour le même gars. Si et tu là fais, il rentre dans si un tu fais son match. bilan, tu rappelles quand même ici 6 mois d'absence entre février et mai. Kvaratskhelia, début de saison, il a eu des Non, mois d'absence non, en championnat. Je sais pas. Ballon d'Or, c'est pas avant le 18 janvier dernier. Non, après, c'est sûr qu'on pourra faire les débats Ballon d'Or. À mon sens, il y a 5-6 candidats dont aucun ne se détache vraiment. Et Fabian Ruiz fait partie de ceux-là par rapport à tout ce qu'il a gagné, par rapport à son impact dans les deux équipes pour qui il a remporté des titres majeurs. Pour en revenir sur son entrée en jeu d'hier, ça va encore être compliqué pour notre ami Warren Zaïre-Emery de s'installer au milieu de terrain parce qu'on a souligné sa très grosse saison à juste titre l'an passé. Il faut aussi rappeler qu'il avait profité longtemps de l'absence d'Hakimi et qu'il avait surtout joué latéral droit, que Warren Zaïre-Emery, aussi puissant, aussi motivé, avec toute la bonne volonté qu'il a, s'installer dans ce trio quand Fabian Ruiz fait des rentrées comme celle-ci, ça va être compliqué, d'autant que Warren hier il rate le 2-1 à la 54e. Un manque d'énergie dans la frappe. Ça arrive vite aussi. Bon, faut pas enlever ce que réalise Brice Samba sur cet arrêt. Mais Fabian Ruiz entrée doublement décisive. Et quand on a interrogé Luis Enrique justement sur le doublé de Ferran Torres, il salue Ferran Torres, mais il salue aussi il salue les deux passes de Fabian Ruiz. Donc coaching doublement gagnant avec ces deux Espagnols qui risque de permettre au PSG de marquer de nombreux buts cette saison. Voilà pour le tour de table des j'aime pas. Et David a commencé à déflorer le sujet Ferran Torres parce que c'est une passe D merveilleuse. J'étais peut-être un tout petit peu trop tôt. Moi de mon côté, en tout cas, Ferran Torres, 26 ans, le numéro 9 du Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans, 50 millions d'euros. Ça s'est passé le week-end dernier, juste avant le trophée des champions. Il a signé une semaine de travail avec le groupe et déjà effectivement des appels pour un garçon et pas de prépa effectivement, et là tu le sens déjà, il connaît par cœur Luis Enrique, il sait ce qu'il veut de lui, il connaît Fabian Ruiz, il sait ce que ça peut donner. Donc j'ai cette question d'entrée, j'avais envie de mettre les pieds dans le plat là hier soir à 23h30 devant les débriefs, là je regardais, je me disais qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite question, et je me suis dit allez, on y va, Ferran Torres plus qu'un remplaçant, point d'interrogation. Je pose cette question. Est-ce qu'on peut déjà imaginer que le garçon peut venir un peu troubler ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois au Paris Saint-Germain sur le front de l'attaque? Je rappelle juste qu'il rentre dans une catégorie de joueurs qui, ils sont 3 dans l'histoire du Paris Saint-Germain à avoir marqué un doublé pour leur premier match avec le PSG. Patrick Mboma, Zlatan Ibrahimovic et donc désormais Ferran Torres. Ça fait juste rentrer le gars quand même dans une catégorie qui est plutôt pas mal et assez intéressante. David, à ton avis, est-ce qu'on est avec un garçon qui peut rebattre les cartes, et est-ce qu'on peut être avec plus qu'un remplaçant? Clairement déjà parce que j'ai envie de dire, c'est le logiciel de Luis Enrique. T'as pas de titulaire absolu, on l'a vu tout au long de la saison, on l'a encore vu hier quand il faut même sortir des joueurs en cours de match. Donc il prend un mec qui est champion du monde, qui a été meilleur buteur du Barça l'année dernière, il connaît ses qualités, c'est quand même pas pour, tu vois, il vient pas pour, il a pas pu lui vendre comme projet, tu viens comme super sub, c'est juste pas possible, un mec comme ça. Donc le projet il est clair, c'est fais tes preuves et les meilleurs jouent. Donc déjà, de par ce point de départ de Luis Enrique, c'est forcément ouvert. Et en plus, je pense qu'il a des qualités qui, en fonction de l'adversité, du contexte, un match de Ligue des Champions à l'extérieur, etc., comment est-ce que tu vas jouer, le fait qu'il puisse, lui, être pas un neuf à la Gonzalo Ramos, même s'il a les qualités de finition, mais plus un gars qui est capable également de venir s'intercaler, de venir décrocher, de venir participer au jeu, plus la capacité également à jouer un petit peu sur le côté droit. Et il a quand même beaucoup d'atouts pour être un titulaire potentiel. Donc bien sûr, la concurrence, elle est incroyable, mais il fait partie des gars qui vont postuler. Iliès, toi, ton ressenti, quand là, alors oui, c'est que 45 minutes, je sais, vous êtes déjà dans les commentaires sur la chaîne YouTube ou autres, vont dire, ils sont fous et voilà, on va pas remplacer tout le monde comme ça, mais sur ses capacités, effectivement, tu viens pas à Paris, tu viens pas pour 50 millions d'euros et avec le statut que tu as, buteur en finale de Coupe du Monde. Enfin,
juste aussi ça. Enfin, Mais c'est quoi un remplaçant dans l'effectif de Luis Enrique? C'est Bradley Barcola la saison passée qui a 30 titularisations, qui est titulaire à Stamford Bridge pour le quart de finale pour le huitième de finale retour. C'est un joueur qui finalement dès qu'il y a un blessé s'installe dans le 11 et on ne voit pas vraiment de grande différence avec le trio d'attaque. C'est ça un remplaçant dans l'effectif de Luis Enrique? Moi je pense que à l'instant T, Ferran Torres est le 4e attaquant idéal à ce prix-là, cette opportunité de marché, cette polyvalence dont on a parlé, espagnol. C'est la recrue parfaite de l'été du Paris Saint-Germain pour l'instant. On parle évidemment du fait qu'il succède numériquement à Gonzalo Ramos, mais c'est bien plus que ça, parce que si Kvara est blessé, Ferran Torres peut rentrer. Si Ousmane Dembélé est un peu moins bien, Ferran Torres peut rentrer. À droite, si Doué n'est pas bien, Ferran Torres peut rentrer. En fait, le nombre d'options de Luis Enrique désormais offensivement, juste en ajoutant Ferran Torres, je ne parle même pas d'Akliouche ni de Mika Götze, il est multiplié. On a des combinaisons possibles devant qui sont désormais très très nombreuses. Et avec cette performance d'entrée, je me pose la question, est-ce que vendredi à Lille, Ferran Torres ne connaîtra pas sa première titularisation et on aurait un autre signal envoyé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé qui n'est pas encore à 100%. Donc voilà. Il peut très bien devenir titulaire, ça dépendra uniquement de ses performances, ça dépendra aussi évidemment de celles de Dembélé, parce que si Dembélé reproduit les 2 dernières saisons qu'il a faites, alors il n'y a aucun doute sur le fait que ce sera lui l'attaquant de pointe. Mais en tout cas, Ferran Torres, en 4e ou en 3e attaquant, il aura ses 30 matchs dans la saison, il aura ses stats, il aura ses titularisations en Ligue des Champions, je me fais pas de soucis pour ça. Il a la tête du futur Pichichi. Je dis ça comme ça, mais non, mais voilà, chez nous en tout cas. Tu fais très bien, voilà, Cazard. le Pichichi. On salue Julien Cazard. Et Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, effectivement, voilà, qui a des grands objectifs avec le Real Madrid. Pourquoi on parle de lui Tu dis Pichichi en même temps. C'est ça, oui, c'est vrai. Le Le Pichichi, c'est vrai, effectivement. sur Ferran Torres, c'est vrai qu'il apporte une multitude de solutions à Luis Enrique. Quand tu vois Luis Enrique en train de lui parler, tu sais qu'ils se comprennent par cœur. Enfin, le mariage était assez logique. Il le voulait, il l'a eu au téléphone comme il le fait avec chaque recrue. Mais bon, Luis Enrique est toujours clair dans ses trucs. Il ne promet jamais un statut, mais il dit si tu joues comme tu sais jouer et comme là où j'ai envie de te monter, il n'y aura aucun problème, tu vas avoir du temps de jeu. Après, Ferran Torres, il n'a pas quitté le Barça en expliquant qu'il avait été plutôt maltraité, qu'il n'aimait pas la manière dont son statut était considéré là-bas. Il ne se prend pas pour un guignolo. Il est buteur en finale de la Coupe du Monde, ce qui change un statut, mais ce qui ne change pas fondamentalement un joueur. Mais oui, il a clairement une carte à jouer. Il ne vient pas au Paris Saint-Germain pour être le numéro 4, même si on sait qu'avec l'effectif qu'a ce PSG-là, et Barcola peut en témoigner, c'est très très dur de venir prendre la place des 3 de devant titulaires dans l'esprit de Luis Enrique. Mais Luis Enrique aussi, ça va très très vite. Si Ousmane Dembélé, dans les prochaines semaines, ne donne pas satisfaction, il n'aura aucun remords et aucun regret à le titiller. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui souffler un peu dans la nuque pour rappeler à tout cet effectif-là que si c'est bien d'être prêt en février, c'est aussi très très bien de monter en puissance dès le mois d'août-septembre. Donc c'est une super recrue à mon sens et à ce prix-là en plus. David, tu crois ce que disait Ilyes, le fait de peut-être déjà le faire rentrer, l'autre signe peut-être dès vendredi face à Lille pour voir aussi en mode titulaire, un peu comme Akliouche finalement qui sur la Supercoupe d'Europe s'était retrouvé à être titulaire. Je pense que même lui devait se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu me lances une patate chaude là quand même parce que ouais. Tu sais, ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de faire les compos de Luis Enrique et que dans 100% des cas, on se trompe. Donc. Tu sais quoi, hier soir, je sais pas pour toi, mais moi en regardant le match, je dis ouais mais qu'est-ce qui... Et puis tout d'un coup tu te dis, reviens à la raison, rappelle-toi que c'est Luis Enrique, rappelle-toi qu'il travaille. En fait ça, que là pendant le début de saison, il fait des tests, il met les mecs à des postes un peu, voilà. Mais pour être un peu plus sérieux, bien sûr que c'est tout à fait envisageable. Ce qu'il y a quand même de marquant dans le coaching de Luis Enrique qu'on a commencé à comprendre, c'est qu'il y a 2 phases dans la saison. Tu as août, février, où tout est possible, tout ça. Et puis février-mai, où il y a quand même une équipe type qui se dégage, en tout cas pour les gros matchs de Ligue des Champions. Donc, entre-temps, c'est un laboratoire. Et c'est aussi de la gestion des états de forme. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Donc, oui, l'idée de le voir débuter, ça ne paraît pas délirant. Après, la difficulté, ça veut dire dans ta gestion de Dembélé, par contre, si c'est à la place de Dembouz, tu le mettre tu le sors et ensuite tu le mets sur le banc. Bon, ça c'est quand même
à voir, même si on sait que pour Luis Enrique, c'est pas, tu vois, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur d'envoyer quelqu'un sur le banc. En recrutant comme ça, tu t'offres des nouveaux problèmes. Ouais, ouais. Ça fait partie de ces clubs et de cette dimension. Homme de caractère en plus, Ferran Torres. Je sais pas si vous avez vu, peut-être toi au stade un peu moins, mais nous à la télé on a pu voir quand Désiré Doué l'oublie sur son premier appel dans le dos de la défense, il fait le geste en disant vas-y envoie et je vais régler tout ça, et que Doué ne joue pas pour lui et qu'il va pour tirer et il lui fait une tronche de 10 pieds de long, il marque ses buts, il n'est pas du tout, il n'est pas en train de faire la batte de baseball comme Le Paul. Enfin, on a l'impression que oui, il sait un peu de qui il est, son statut, et qu'il va falloir un peu le respecter, quoi. Bah, il y avait un très bon papier ces derniers jours dans l'équipe qui est sorti hier juste avant le match, qui racontait un peu la première semaine de Ferran Torres. En fait, il a complètement changé de dimension, le garçon, depuis le 21 juillet et cette finale de Coupe du Monde. Évidemment que être l'unique buteur d'une finale de Coupe du Monde et offrir la deuxième étoile à l'Espagne, ça, tu disais que ça change la trajectoire d'un joueur. Bah, c'est avec cette étiquette-là que Ferran Torres arrive au Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines, quelques mois encore, c'était un attaquant de doublure au FC Barcelone, la doublure de Robert Lewandowski, qui était parfois critiqué pour son manque de réalisme, dont on connaissait le potentiel quand il était jeune. On sait qu'il est passé par Manchester City, qui avait de grands espoirs sur lui en Espagne. Mais là, il a pris une autre dimension, international espagnol, champion du monde, buteur en finale, et arrivé dans le club double champion d'Europe en titre. Alors oui, il a des ambitions, il a du caractère, il a conscience de ce qu'il vaut, et son entrée en témoigne. Moi, je suis prêt à mettre un petit billet sur, pas un gros, hein, mais un petit quand même, sur meilleur buteur ou pas loin du championnat français. Parce que là, son ballon entre les jambes, tu te dis ok, voilà, sa tête. Ouais, enfin là, je te reprends un peu sur le ballon entre les jambes. Il la foire un peu quand même, sa frappe. Ah, moi, je pense que c'est son idée, non? Je trouve. Ah ouais, aussi. Ah, moi, je trouvais que c'était son idée. J'ai l'impression qu'il est un peu chanceux quand même. Ah ouais. Ouais. Par contre, sa tête, non. Non, Ah sa ouais, tête, elle est impeccable. Et en elle est plus, tout le extraordinaire. timing, et tu sens qu'il C'est la mèche, là-dessus. ça. Ouais, mais attends. Alors, tu sais quoi, je vais me la péter. En fait, parce qu'on commence à connaître, hein, mais en fait, quand il fait l'appel, je dis à mon fils but. Ouais. Je lui dis, mais là, il me regarde, il fait. Mais comment t'as su? Je dis, mais l'appel, il est extra. L'appel, c'est le but. C'est déjà le. Après, il faut la mettre la tête croisée. Oui. là. Non, mais Ouais, tu vois, mais avec lui, avec parce ce- qu'il sait que Fabi. Parce qu'il y a Fabi. Maintenant, ça sera Fabi. Fabi, tu nous excuses. Moi, j'ai retenu. C'est son surnom. Et puisque David. tu parles de ce point sur son jeu de tête, c'est quand même intéressant qu'il soit pas maladroit, c'est moins qu'on Oui. puisse dire dans ce registre, parce que le nombre de fois, et d'ailleurs Götze, je pense qu'il n'a pas compris, le premier corner qu'il tire, il le met dans le paquet. Bon, c'est pas tellement la patte de Luis Enrique de jouer les corners Ouais. comme ça. Il n'y a pas de joueur de tête. Enfin, je veux dire, t'as pas de. Et bon, on connaît le jeu du Paris Saint-Germain, tu débordes sur les côtés, tu se rentres en retrait. Mais des fois, c'est pas mal d'avoir une alternative, sauf que quand tu n'avais pas Ramos, tu n'avais personne pour reprendre le jeu, pour reprendre les ballons aériens. Voilà, ça t'offre une palette de plus dans ton jeu offensif. Tu le prends, mon pari à 20 buts ou pas, Émeric? Ouais, je prends, Ouais. pour ce que ça coûte. hein. Attention, Tu il sais a dit pas- un petit Tu billet. sais pas, tu sais pas la couleur du billet? il a dit un petit, donc. Tu connais pas les moyens de Bruno. Ah, Il non, montait très très pour loin. un Il connaît mes finances. En tout cas, on aura la suite pour Ferran Torres. Tiens, je profite pour juste clôturer un petit peu. On a vu les nouvelles recrues. Il est arrivé donc pour 50 millions d'euros. On en a vu une deuxième, justement. Petit tour de table rapide sur Mika Götze, le numéro 22 du Paris Saint-Germain désormais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Émeric, sur alors moi j'ai déjà entendu un consultant nous dire ils vont regretter Barcola. Ouais, non, c'est mais, pas tout à fait oui, pareil. alors et déjà, puis il y en si a on qui a commence à 45 minutes. Ah comparer- oui, non, mais ça. 45 minutes de jeu. On va éviter de faire cette erreur-là et de comparer les deux. Moi, j'étais extrêmement excité à l'idée de le voir parce que c'est un des gars, dans le recrutement du PSG, c'est vraiment celui que j'avais envie de voir. C'est virevoltant, c'est beau, ça peut se faire se lever de son siège. Moi, c'est ces joueurs-là que j'aime. Donc hier, c'est une première sous le maillot du PSG, dans un contexte pas facile, dans un stade pas T'es mené facile. 2-0, on dit vas-y. Face à une équipe de bûcherons qui t'ont mis une pression folle. Donc oui, c'est pas une entrée fabuleuse où tu te dis waouh, ok, celui-là il est à nous et il bouge plus. Mais je l'ai trouvé quand même très intéressant, plutôt en confiance. Il a été bien accueilli dans cette équipe. Techniquement, il parle le même football que les joueurs de ce PSG-là. Donc non, je me fais aucun souci pour lui. J'en attendais peut-être trop, mais non, Mika Götze, quand même une plutôt bonne rentrée. Après, c'est dur de comparer à Torres qui rentre et qui met 2 buts, mais ça va offrir aussi de belles opportunités à ce club. Ouais, évidemment, une Sans doute. entrée
pas l'entrée la plus brillante du coaching de Luis Enrique, mais quand même j'ai bien aimé la personnalité dont il a fait preuve, parce que tu l'as dit, c'est pas facile de rentrer dans ce match à 0-2, et surtout à la place de Krejci Kvaratskhelia, candidat au Ballon d'Or, quoi. Luis Enrique t'envoie et te dit bon, mon petit, tu viens d'arriver, mais prépare-toi, parce que là dans 15 minutes à la reprise, c'est toi qui remplace notre meilleur joueur de la saison passée. Donc voilà, crochet court, dans les petits espaces, on sait à peu près à quoi s'attendre avec lui. Maintenant il y a une marge de progression évidemment, et je pense que Luis Enrique va le polir tout au long de la saison. J'ai trouvé son entrée convenable, et il a fait ce qu'on attendait de Mika Götze pour l'instant, et on attend d'en voir un peu plus. Ouais, j'ai juste une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que par rapport à la team Belgique, je me rappelle du premier match de Thomas Meunier, le PSG est perdu, avait fait match nul, et il était venu en disant oh, c'est pas grave, vous savez, c'est qu'un match, faut pas s'arrêter sur un match nul. Lui hier soir, Götze, match nul, il était écœuré, il a déjà il a compris la mentalité de gagnant. Tu voulais réagir, Aymeric? Une chose, et je vais aller voir David après. On sent que c'est sa découverte de la Ligue 1 face à une défense, une équipe très très costaud, et que par moment des gestes qu'il aurait pu faire la saison dernière, c'est-à-dire aller tenter le 1 contre 1 et dribbler, je pense qu'il s'est dit là j'y vais pas tout de suite. Il est revenu plusieurs fois en arrière, et je trouve ça assez ça parle d'une intelligence quand même, de se dire je vais pas aller cramer des billes. Les mecs ont l'air quand même très très solides. On fait circuler le ballon. Je suis dans l'équipe de Luis Enrique en plus, donc intelligent, pas trop casse-cou pour le moment, mais ça va venir, parce que c'est quand même un joueur qui est dans l'élimination, et qu'on a vraiment quand même aussi hâte de voir ça. L'élimination, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, David? Ouais, en fait, mon avis, c'est un peu une synthèse des deux propos. Là, sur son intelligence, effectivement, ça m'a marqué, parce qu'on l'attend quand même plus sur un profil de joueur percutant, et qui va prendre des risques. Et il a eu l'intelligence, effectivement, de ne pas se cramer non plus complètement là-dessus. Je pense qu'il a le ballon, mais tu arrives, tu vois, c'est quand même le meilleur moyen face à une défense très regroupée, très agressive. Si tu passes pas, de perdre un petit peu confiance. Donc là-dessus, je l'ai trouvé intéressant. Et finalement, ça revient un petit peu sur moi. Ce qui m'a le plus plu sur sa prestation, c'est plus sa personnalité, son intelligence dans le jeu, que ce qu'on a pu voir techniquement, parce qu'il n'y a rien eu de flamboyant à ce niveau-là. Donc on va attendre un petit peu pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Maintenant, si Paris allait les chercher et qu'ils ont insisté autant, c'est qu'ils ont quand même vu un paquet de choses où dans ce registre-là, il va être intéressant. Donc ça va venir effectivement progressivement. Après, évidemment que Mika Götze va progresser cette saison, mais en aucun cas il faut s'attendre à ce qu'il réalise une saison à la hauteur de celle de Bradley Barcola l'année passée. C'est pas du tout le cas, et c'est un joueur vraiment en devenir qui va vraiment se développer lors de la prochaine saison, les 2-3 prochaines années, et c'est plus dans ce rôle-là, je pense, que Luis Enrique mise sur lui. En tout cas, on aura plaisir à suivre Mika Götze avec le maillot du Paris Saint-Germain. Les amis, petite, vraiment très très courte pause, et on se retrouve pour la suite et la fin de notre émission. Votre radio locale, ici Paris-Île-de-France, est sur WhatsApp. Un nouveau moyen simple et direct pour parler à votre radio locale. Envoyez vos messages vocaux pour l'infotrafic, vos questions à nos experts ou vos vidéos si vous êtes témoin d'un événement en Île-de-France. Enregistrez le 01 42 30 10 10 dans vos contacts, vous nous trouverez sur WhatsApp. 01 42 30 10 10. Ici Paris-Île-de-France, votre radio locale plus proche de vous. 100% PSG, la tribune. Ilias Peters de Culture PSG, Aymeric Le Gall de 20 minutes et David Aiello de Ligue 1 Plus sont avec nous pour la suite et la fin de cette tribune 100% PSG, la première longue durée de la saison 2026-2027, et on aura le plaisir de vous accompagner, bien évidemment. Les amis, on va parler de la concurrence, puisque on a quand même un garçon comme Seny Mayulu qui a quand même été capitaine sur les 2 premiers matchs amicaux, et à qui on a dit au fait Seny, tu viens pas avec nous du côté de Rennes. Les jeunes sont restés aussi du côté de Paris. Et d'ailleurs, il l'a dit, Luis Enrique, il nous l'a annoncé en conférence de presse samedi. Il a dit, je vous explique un truc, il y a plus de joueurs, donc il va y avoir des choix. Et ces choix-là, ils seront peut-être difficiles, mais il va falloir gagner sa place à l'entraînement. Quand on sait ce qu'il a dit hier, on comprend aussi que la concurrence va être accrue. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est finalement cette concurrence
technique. Voilà, c'est pas le nombre. Là, cette fois-ci, c'est le côté un peu upgradé de ce qu'on est en train de voir techniquement avec des Götze, avec des Ferran Torres et avec un Akliouche encore. Est-ce que la concurrence devient la nouvelle arme du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison? Ilyes, avec toi, s'il te plaît. Oui, il y a eu des absences ce week-end, mais les circonstances font, je pense, que la situation est un peu exceptionnelle. Je m'explique, samedi, à l'entraînement, il y avait 26 joueurs, ce qui est beaucoup. 26 joueurs, mais il faut dire que parmi ces joueurs, il y a des joueurs qui sont en instance de départ. La saison vient de reprendre, donc il n'y a pas non plus de petits bobos pour l'instant. Je ne pense pas que toutes les séances d'entraînement de la saison de Luis Enrique et du PSG, il y aura 26 joueurs à l'entraînement et qu'au final, il y aura toujours 2, 3, 4 absents parce que c'est comme ça que fonctionne une saison. Alors, pour ce match-là, évidemment, il y a eu des absents qui ont marqué. Il y a eu des absents dans le groupe. Seny Mayulu, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye, pour des raisons différentes. N'Jantou aussi, dont on n'a pas parlé. Et il y a eu des absents dans le 11 de départ. Lucas Digne n'était pas titulaire. Il a préféré Lucas Hernandez. Maintenant, c'est le passé, Lucas Hernandez d'ailleurs. Il a eu de la chance. On n'a pas fait de débrief un peu sécateur, mais on aurait peut-être pu y aller. Maintenant, cette concurrence, tant qu'elle est saine, elle montera tout le monde vers le haut. Et on l'a vu hier avec cette réaction et le coaching gagnant et le doublé de Ferran Torres dont on a suffisamment parlé. Maintenant, il faut juste, je pense, s'interroger sur la réaction que peuvent avoir ces cadres-là. Je ne pense pas, loin de moi l'idée de me dire que les Ousmane Dembélé ou les João Neves ou les Vitinha sont des joueurs qui peuvent râler en cas de remplacement ou de mise sur le banc. Mais il faut quand même se poser la question, je pense, à ce moment-là de la saison. On a tous fait le parallèle hier, je pense, entre la sortie de Dembélé et ce qui avait été fait en 2024 quand il avait été exclu du groupe à Arsenal en phase de poule. À l'époque, ça avait marché. Ousmane Dembélé avait réagi derrière, avait eu de la très bonne réaction, il était devenu ballon d'or derrière. Maintenant, il faut se demander comment Ousmane Dembélé, 2 ans plus tard, avec tout ce qu'il a réalisé depuis, pourrait réagir à une situation similaire. Alors, je ne pense pas qu'il va être exclu d'un groupe pour des soucis similaires, mais s'il est mis sur le banc, quelle sera la réaction d'Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il le prendra bien? Est-ce que ça le motivera à travailler encore plus? Ou est-ce que ça peut commencer à le titiller justement dans l'autre sens? C'est cette question-là, en tout cas, moi je suis complètement fan de ce qu'a fait Luis Enrique hier et ça lui a donné raison. Hier encore, en conférence de presse d'après-match, il dit oui, cette année les places sont plus chères que l'an passé. Oui, on a plus de joueurs et oui, je veux continuer à améliorer mon équipe. Donc personne ne peut se reposer. Et dans cette mesure-là, alors oui, la concurrence est une bonne chose, mais il faut s'interroger, je pense, sur la réaction de Dembélé, de Kvara et des autres cadres. Alors, sur la concurrence, moi j'ai envie de dire qu'il y a 2 secteurs. David, on va avoir un secteur défensif où il y a, oui, peut-être de la concurrence, le nombre, mais on sent quand même que les Marquinhos, Hakimi, Pacho et Nuno Mendes, c'est terminé. L'assise défensive, tu l'as, puis les autres, c'est vraiment pour de la rotation. En revanche, devant, par exemple, là, tout ce que tu as fait arriver, le nouveau stock, ça peut quand même bouger les lignes et effectivement, on va peut-être avoir des surprises. Cette concurrence-là, elle va être intéressante. Enfin, en tout cas, est-ce que tu penses que ça peut être la nouvelle arme ou est-ce que ça peut être une arme qui te détruit de l'intérieur ou une arme qui peut te faire avancer encore plus? T'as raison, c'est une arme à double tranchant parce que ça veut dire que tu le disais tout à l'heure, Aymeric, tu as des problèmes de riches que tu n'avais pas forcément, en tout cas pas dans ces proportions-là. Maintenant, là où je pense qu'il a balisé le terrain auparavant, c'est clair, et en plus il a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titulaire attitré, tout le monde peut sortir, tout le monde peut rentrer. Si t'es pas content, si t'es pas bon, pardon, tu sors. Si t'es pas content, c'est la même chose. Il n'y a même quasiment jamais d'explication. On le sait, hein, on a les retours. Il prend pas les joueurs en tête à tête, quand même c'est un Ousmane Dembélé pour lui dire non mais je t'explique, là t'as pas été machin, t'as besoin de repos. Non, c'est comme ça, c'est mes choix et j'explique pas quoi. C'est le no explain quoi. Tu vois, c'est comme ça, c'est mes choix. Et ça a fait ses preuves. Donc du coup pour les joueurs c'est compliqué parce que t'es pas bon, tu sors, tu vas faire une sortie derrière en conférence de presse pour dire ou en entretien ou peu importe pour dire je comprends pas pourquoi je joue pas. Excuse-moi, mais ton coach, il est double champion d'Europe, sa méthode, elle marche depuis 2 ans et tu vas venir te plaindre. Enfin, je veux dire, le conseiller en com qui dit à son joueur ou l'agent qui dit à son joueur, vas-y, fais une sortie pour te plaindre, je pense que c'est pas un bon conseil. Donc, je suis assez, je serais étonné de voir des joueurs, y compris Ousmane Dembélé, en plus, je pense pas trop que ça soit sa nature, venir se plaindre du turnover. Voilà, la méthode, elle est là, elle a fait ses preuves. Bon, change de club, à la limite, si t'es pas content, mais ici, ça fonctionne. Donc, je pense pas qu'il y aura de risque par rapport à ça. Après, voilà, comment est-ce que ça va être
Géré par Luis Enrique, je pense qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire les meilleurs vont jouer et puis en général ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Juste rappeler, double champion d'Europe, les amis. C'est toujours bon de le rappeler. Ça fait du bien. Aymeric, cette concurrence, moi quand j'ai entendu là, samedi le coach, j'ai fait c'est bien. Là c'est reparti. Parce que l'année dernière, finalement, quand on voit l'effectif, il y avait quand même un 11 qui n'est pas trop embêté. Allez, il y avait 12 et 13 avec Barcola et Zahir Emery. Et après, Seny Mayoulou un petit peu. Et après, derrière, ça ne tenait plus, la concurrence. La gestion des égos, qu'on peut dire, même si dans ce PSG-là, j'ai pas l'impression que ce soit le problème numéro 1, était plus simple à gérer pour Luis Enrique la saison dernière. Mais c'est aussi un désir de sa part de se renforcer. Je trouve que comparativement et qualitativement, les joueurs que tu as pris, même si c'est encore que de l'hypothétique, on ne sait pas encore comment va s'acclimater à Cliouche, ce que vaut Götze dans un club de cette envergure-là. Mais oui, évidemment que tu t'es renforcé, évidemment que c'est une arme supplémentaire. Maintenant, c'est la question de la gestion de tout ça. Je ne pense pas qu'Ousmane soit du genre, comme tu disais David, à se plaindre, en tout cas pas devant les caméras, pas en lâchant des petites bombes comme ça à ses agents pour que ça sorte. Il faut prier pour ça, il faut prier pour que ce vestiaire reste aussi sain. Ferran Torres, quand il est arrivé, a dit, on m'en avait dit beaucoup de bien de l'ambiance de ce club, côté familial, je l'ai vraiment retrouvé. Donc si tu te bases là-dessus et que tu arrives à maintenir cette osmose-là, cette amitié-là entre les joueurs, même si évidemment la concurrence devant, ça va être costaud. Et je pense que Ousmane, s'il ne répond pas présent au bon moment, Luis Enrique n'aura aucun mal à le mettre de côté. Mais j'ai envie de croire que cet esprit de conquête, de famille, on se bat tous ensemble pour un même objectif, ce qui est de tout gagner. J'ai du mal à voir ça s'évaporer en un claquement de doigts parce que 2 ou 3 joueurs talentueux arrivent en plus. Je crois que tout le monde a été bien accueilli. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle d'avoir un banc aussi costaud sur le point de vue offensif. D'autant qu'on le prie chaque saison, mais si tu as des joueurs qui se pètent, il en faut derrière. Donc les 2 saisons dernières, ça s'est très bien passé parce que tout le monde physiquement allait bien. Ça ne marchera peut-être pas comme ça tout le temps non plus, quoi. Effectivement, et en tout cas la concurrence, on va la suivre avec ce Paris Saint-Germain-là. On va voir un petit peu comment c'est accepté. On rappelle que le Paris Saint-Germain s'est renforcé avec des garçons comme, je l'ai dit tout à l'heure, Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres, Götze et Longoni. Et Longoni, effectivement. On va peut-être pas le voir. Encore sur les feuilles de match, il est là pour les échauffements d'avant-match pour l'instant. Effectivement. Puis il y a le joueur que l'on pensait voir arriver, c'est Suzuki qui est finalement parti à Aston Villa. Il a vraiment gagné le coup parce que je sais pas s'il a déjà vu Birmingham. C'est pas Parme, c'est pas Paris, mon petit bonhomme. Tu vas voir l'hiver. Hier, il y a une belle reprise de première ligue. Ouais, 4-0 à la mi-temps. Ils sont fait étendre correct. Ouais, c'est ça. Une position forte du club là-dessus. D'ailleurs, comme sur le dossier de Mandé où tu as une surenchère. Non, c'est fini quoi ces histoires-là. Ça vous a plu ça t'a plu ça, David? Ou est-ce que certains ont commencé à dire oui, c'est une posture. Non, mais c'est une posture, mais c'est une posture importante. C'est-à-dire que pendant des années, Paris a été la vache à lait du football européen. T'arrivais, toute l'affection et le respect qu'on pouvait avoir pour Pastore, je pense que le prix qu'ils l'ont payé à l'époque, c'était hors marché, tu vois. Et pendant des années, ça a été ça. Puis à un moment, ils ont dit bon, attendez, c'est bon, on a compris quoi. Donc ils arrêtent de surpayer. Les agents reviennent à la charge en disant bon, non, mais attendez, on veut plus. Non, c'est dealé. Donc, t'es une institution, t'es un club fort, tu veux pas? Ok. Et puis, même, j'ai envie de dire, pour le joueur, c'est encore. On parlait là, tu parles du cadre de vie, mais même du projet sportif. T'as Paris, t'as le double champion d'Europe qui s'intéresse à toi. Bon, ok, vous voulez te prêter, mais pour aller à la Juve, et ensuite pour faire de toi, soit s'ils misaient autant, c'était quand même pour miser sur toi. Et là, tu te retrouves à Aston Villa. Bon, excusez-nous, aujourd'hui, entre les 2 clubs, il n'y a pas photo. Donc, je pense que la position du club sur elle est exemplaire, quoi. C'est là que tu vois le côté néfaste, de plus en plus d'entourage. Ce que le fait le PSG, j'espère que ça pourra presque même me servir d'exemple aux autres clubs européens. C'est-à-dire, on arrête de négocier à la petite semaine. Là, il reste 3 jours. Le deal était bouclé, mais finalement, tu veux plus. Imacha veut plus, et puis le Frangin veut plus. Et puis, les gars, terminé. Tu sais quoi, on clôt les négociations. Merci, bonsoir. Vous irez vous trouver un autre club. C'est pas qu'une posture. Je trouve que c'est vraiment la philosophie de ce nouveau PSG-là. Et c'est éminemment respectable dans un monde du foot où on sait que les dessous sont quand même assez cradingues, assez souvent. Et on rappelle que Marc Méchénois, dans cette tribune en début d'été, nous avait expliqué qu'aussi au centre de formation, certains
agents et entourage voulaient beaucoup trop et allez-y, vous pouvez partir, c'est pas grave. Il y a eu une vague de départ. Une grosse vague de départ et Marc nous l'avait expliqué, retrouver celle-ci, je crois que c'était à la mi-juillet pour Marc Méchénois dans cette tribune qui nous avait expliqué vraiment très très bien qu'est-ce qu'il se passe du côté du centre de formation où effectivement de nombreux profils sont partis. À un moment donné, si tu veux pas être dans les clous, en tout cas de respecter la grille salariale qui a été pensée pour les jeunes, c'est pas grave, tu peux partir et on en trouvera d'autres et on fera avancer la machine comme ça. Et si j'avais avance sur ce mercato-là, c'est que j'avais ma dernière question mercato, puisqu'hier soir, l'homme qui ne parle pas souvent a décidé de parler au micro de Ligue 1+. C'est Luis Campos, notre directeur du football, qui est venu parler du marché. Alors, il a parlé de Rennes, de l'inversion, etc. On y reviendra sur l'inversion. Parce qu'en fait, je vous propose un truc, c'est qu'on y reviendra parce que la décision va tomber le 28 pour savoir si on... Voilà, donc si on doit rejouer à Rennes, il y aura de quoi brailler. Et si en plus on doit nous recevoir, Rennes sera en train de brailler. Donc on va peut-être contrer... On verra cela la semaine prochaine. Moi, ce que je voudrais parler, c'est de Luis Campos. C'est Luis Campos qui a sorti cette phrase. Le mercato n'est pas fini. Je comprends la question, mais vous devez comprendre ma position. C'est important de défendre le PSG de l'institution. Vous avez parlé de Bradley Barcola et d'Ibrahim Mbaye. On va voir ce qui va se passer pour eux. C'est comme tous les ans, je vous rappelle ce qui s'est passé l'an dernier avec Gigio Donnarumma. C'est fait un petit peu tard, vers le 2 septembre. Donc on prendra notre temps pour le mercato. Le mercato n'est pas fini. C'est tout, il est ouvert, même du côté des arrivées. Si on trouve une bonne opportunité, on va le faire. Voilà ce qu'a dit Luis Campos. Et il a souligné qu'il ne donnerait pas de note à son mercato, savoir s'il en était content ou pas, qu'il le donnerait à la fin de l'année, que c'est un marché difficile parce qu'il y a eu l'avant-Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde. Et imaginez sur un Ferran Torres, tu t'imagines bien que le Barça lui dit faut en remettre un petit peu au pot avant qu'on vous le lâche. Donc voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et donc la question, Paris doit-il encore recruter ? J'entends le fait que Luis Campos se disent s'il y a une opportunité, on le fait. Mais est-ce que Paris a encore besoin d'un profil ? Et si oui, pour vous, vous avez repéré quel secteur ? Qui veut y aller ? Allez, Ilyes, pour toi. Je pense que s'il y a un secteur à renforcer, pas en priorité, mais si une opportunité se présente en tout cas, c'est l'axe de la défense. Il y a encore des interrogations. Il y en avait déjà l'année passée sur Marquinhos. Il y en a encore plus sur Zabarni qui est arrivé l'été dernier. Le poste n'a pas été renforcé cette saison. Donc encore hier, on a vu que c'était assez friable. Et même depuis le début de saison, face à Lens, face à Aston Villa, en l'occurrence face à Lens, c'était Zabarni qui était titulaire. Mais je trouve que c'est assez friable, notamment en transition, quand il s'agit de courir vers son but pour défendre. On pourra aussi reparler un peu du début de saison de William Pacho, qui n'est pas aussi gigantesque qu'il a pu l'être les 2 dernières saisons. Je me fais pas de soucis pour lui pour autant, mais en tout cas, s'il y a un secteur à renforcer, à mon sens, c'est l'axe de la défense et trouver ce fameux défenseur central droit, capable pourquoi pas de jouer latéral aussi. Et pour moi, c'est ça qu'il faudrait cibler. Ah, c'est marrant. Moi, j'étais pas dans l'axe. J'étais sur la défense, mais j'étais plutôt vers la. Côté droit. Ouais, je sais pas, David. J'étais là-dessus aussi. Ouais. Je comprends ce que tu dis, notamment Ilyes, par rapport au fait que Zabarni, il n'est pas arrivé, quoi. Enfin, le Zabarni qu'on attendait avec un transfert aussi élevé. Moi, j'avais suivi un petit peu ce qu'il avait fait en première ligue. Effectivement, en fait, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est pas le même joueur. Le gars, on voyait très grosse couverture, il lisait bien le jeu et tout. Là, à chaque fois, tu as l'impression qu'il est paumé. Pareil, je l'ai vu de près. Le mec, c'est un Golgoth, quoi. Il a des cuisses énormes, il a un torse et il se fait bouger. Alors que franchement, tu le vois, tu te dis, lui, il faut y aller. Donc, je sais pas, il y a un truc peut-être mental, quoi. Il est pas dans une zone de confort, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le. Je me rappelle avoir fait des débats là, l'été dernier où on disait Zabarni va remplacer Marquis. Moi, j'étais assez circonspect par rapport à ça parce que je pense que Marquis on l'enterre trop tôt. Mais encore hier soir, j'ai des copains qui me disent Marquis il est vieux, mais il a 32 ans. Enfin, il a pas 36. Alors ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'on a l'impression. Il a 32 ans, il a une expérience folle. Bien sûr sur la profondeur, quand il y a des joueurs ultra rapides, il est embêté, mais quand tu te retrouves face à Yamal, combien de défenseurs sont capables de défendre sur lui dans la profondeur ou dans la vitesse, mais il compense par plein d'autres choses. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas encore l'enterrer. Mais bien sûr, commencer à préparer, je suis d'accord. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Zabarni, pour l'instant, n'est pas capable de le faire. Et pour revenir sur le côté droit, voilà, moi, je serais plus à regarder un vrai
un vrai remplaçant à Hakimi sur le côté offensif, parce que quand Zaïre Emery prend le poste, il fait le job sur la partie défensive, mais c'est sûr qu'il n'a pas les mêmes capacités de dédoublement et cette capacité à jouer très haut. On a un Ilyes qui dodeline de la tête, qui n'est pas d'accord avec ton propos sur ce côté droit. Non, pour moi, en fait, c'est trop compliqué. Et Luis Enrique en avait déjà parlé. Pour moi, c'est trop compliqué d'aller chercher une doublure à Achraf Hakimi. En fait, sur le côté droit, tu peux pas présenter un projet à un latéral droit que tu vas payer 30-40 millions pour lui dire tu vas jouer 25 à 30% des matchs parce qu'à droite, on a le meilleur joueur du monde à son poste. Un petit jeune, tu peux. Ce qu'il faut, c'est un profil petit jeune. à la Lucas Digne. En fait, ce que tu ou l'inverse, c'est pas facile. aller chercher, tu l'as déjà, parce que si on part du principe que Achraf Hakimi va jouer 75% des matchs dans une saison, les 25% restants, tu peux mettre Zaïre Emery, tu peux mettre Joao Neves sur 2-3 matchs, tu peux mettre le jeune David Boly aussi, pourquoi pas, que tu as dans ton centre de formation. Et finalement, ces 25% des matchs de la saison, ils seront bien couverts sur le côté droit. Donc pourquoi aller chercher une recrue que tu vas payer 20, 30, 40, je ne sais pas combien de millions d'euros, alors que tu as des solutions en interne et que tu as le meilleur joueur du monde à ton poste? Comment tu peux convaincre déjà un joueur d'être une doublure qui va très peu jouer et alors que tu as des solutions chez toi? Moi, j'aimais bien l'idée de Guéladoué. J'aimais bien l'idée de Ouais, ramener le frangin. Mais j'entends avec ce que tu viens de dire là, oui. Pour jouer Mais Guéladoué, pour jouer 12 Guéladoué, matchs il vient tous les jours. Tu vois, un joueur comme ça, tu lui dis viens à Paris, il vient. Tu payes 40-45 millions, il vient, il joue 15 matchs dans la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, il dit mon copain, Achraf Hakimi, il est indéboulonnable. Donc, Ouais, c'est. Le propos, on s'entend et je comprends ton propos. Émeric, défenseur central, latéral droit ou puisqu'on fait notre petit marché là pour Numéro terminer, 9. un numéro 9 Ça va dépendre de Si tu reprends encore un attaquant. de l'issue du dossier Barcola Mbaye. Tout le monde les dit partant, mais pour l'instant ils sont encore là. J'espère pour leur situation personnelle que ça va se débloquer et qu'ils vont partir. Si tu perds ces deux-là, au final tu auras recruté 3, tu auras perdu 4. Est-ce que le PSG voudra d'un 4e? Vu le niveau global des recrues devant, c'est compliqué à dire. Moi, je sais pas, mon petit marché, c'est vrai que si tu voulais recruter à droite, je pense que quand j'ai vu le profil Lucas Digne, je me suis dit c'est parfait. D'accord de jouer numéro 2, il connaît le club, une valeur sûre, quand même, qui fait des saisons de fou furieux en première ligue depuis des années. Parfait. Si tu trouves ce penchant-là à droite, pourquoi pas. Compliqué, je suis d'accord avec Ilyes, de faire venir un Guéladoué qui a envie de jouer plus. Peut-être qu'il acceptera de venir, hein, parce que c'est quand même double un champion projet. d'Europe qui a. Et tu sais que tu peux avoir des matchs aussi. Et puis tu sais que tu vas avoir aussi, tu signes pour plusieurs années. Donc, Bien sûr. moi, Mais de toute façon, c'est très compliqué à ces deux postes-là, parce que tu as les deux meilleurs latéraux du monde des deux côtés. Après, je sais pas. Moi, pour les centraux, quand tu viens de parler, Ilyes, des centraux, je suis d'accord, mais si je fais le calcul, Pacho, Zabarni, Marquinhos, Beraldo et Hernandez. Normalement, c'est ça. À droite, la seule option, c'est Zabarni. Ben, Remplacer Marquinhos. Pour moi, il y a plus de il y a plus de temps de jeu à aller chercher à la place de Marquinhos. L'année dernière, Marquinhos avait une dizaine de matchs en Ligue 1. Il avait joué toute la campagne de Ligue des Champions, mais on avait déjà vu qu'il était géré par Luis Enrique en raison de son âge, en raison de sa forme physique. Et pour l'avoir au meilleur niveau et dans les meilleures dispositions pour les gros matchs. Mais justement, combien de matchs a joué Ilya Zabarni l'an passé? Pour moi, si tu vas chercher un défenseur central qui est capable de tenir la baraque et de progressivement prendre la place de Marquinhos d'ici 1 à 2 saisons. Bref, est-ce que la confiance est encore accordée à Zabarni? J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de l'abandonner en race campagne, qu'ils croient encore en lui. C'était quand même un formidable joueur en première ligue. J'ai envie de croire que ce garçon-là, il est en retard. Il est en retard. Ça peut être de l'ordre du déclic mental, mais je pense qu'il faut. Tu peux pas l'abandonner comme ça maintenant. Donc je crois pas que ce soit la priorité. Le message qui nous a été. Tu parlais de Zabarni. Le message qui nous a été passé sur Zabarni du côté du club et de l'entourage, c'est que ce soit Zabarni ou Lucas Chevalier, deux profils que certains envoyaient ailleurs avant le septembre prochain ou 31 août prochain d'ailleurs pour le mercato. On nous a bien expliqué qu'il serait au Paris Saint-Germain. Mais alors, moi, je veux bien. Mais donc, Campos, là, il nous a emmené sur quoi, là? Parce que en attaque, j'ai l'impression qu'on est fourni. Je te dis, si t'en perds 2, numériquement, t'auras perdu un. Donc, est-ce qu'on t'en reprend un?
Dans sa déclaration, il y a un mot qui est important, c'est s'il y a des opportunités. Oui, et on bien sait sûr. qu'ils sont là-dessus, tu vois, ils ont toujours... Ouais. et quitte à nous surprendre, parce que c'est arrivé parfois qu'il y ait des noms qu'on n'avait pas vu venir et qui sortent du chapeau. Donc je pense qu'ils sont à l'affût sur certains cas, une opportunité de marché. Faut pas oublier aussi que tu as toujours la triste possibilité d'avoir un joueur qui se blesse d'ici là. Et dans ce cas-là, il faut que tu réagisses. Bien sûr, il a ses listes, ils sont prêts à dégainer le cas échéant. Donc je pense que c'était surtout le côté... On est à l'affût, s'il se passe des choses, s'il y a des opportunités à faire très rapidement, on saura faire. Je pense que c'est surtout de ça dont il parlait. Et puis dans ce qu'il entend, Luis Campos comme Luis Enrique, d'ailleurs dans opportunité, c'est en fait ils prennent en compte beaucoup de facteurs. C'est pas uniquement les qualités techniques que tu peux avoir sur un terrain de foot. Il faut aussi parler de l'état d'esprit. Et Luis Enrique l'a rappelé. En fait, il considère presque que quand le PSG s'intéresse à un joueur, c'est comme un privilège qui est fait à ce joueur, et c'est à juste titre, parce que quand le double champion vient toquer à ta porte pour prendre des renseignements et te proposer éventuellement de rejoindre le projet, alors tu dois pas te plier, mais répondre aux exigences, c'est-à-dire avoir les qualités footballistiques évidemment, mais aussi avoir les qualités dans l'état d'esprit, savoir s'intégrer, et ça englobe beaucoup de choses. Alors ces opportunités sont rares, parce que plus tu as de critères, moins il y a de candidats, évidemment. Et dans un club comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est très dur de venir renforcer l'effectif. De toute façon, on l'a vu, il y a 5 recrues qui sont arrivées. Il n'y en a pas une qui part dans le 11 de départ, en tout cas. Donc, pour l'instant, les joueurs qui arrivent ont toutes leurs preuves à faire. Et ça, quand tu es une nouvelle recrue, il faut aussi l'accepter. En tout cas, le Paris Saint-Germain, on verra si ça bouge ou pas pour ce PSG, et de savoir un petit peu. Le mercato se termine. J'ai un doute sur la date. Non, c'est le Oui, mardi 2 septembre, 19h. Ah, c'est le 2 septembre. Ouais, c'est le 2, Ok, donc c'est un mercredi. Mardi, C'est un mardi. Il me semble que c'est un mardi. Vérifie, Non, mais regarde. j'ai un mardi, moi, en tête. Mardi 2 septembre, 19h, il me semble, Ok, avec très les bien. dernières officialisations. Ouais. 2, 3, 4, je suis en train de... Mercredi. Mercredi. Ah, mercredi. Ok, Ah, non, exactement. Ok. Voilà, Et pour tirage le, au sort de... pour tout vous avouer, j'avais en tête le 4 septembre pour le match face à Monaco. Ouais. Ce sera notre premier match au Parc des Princes. On verra si la pelouse est bien. Et voilà, Ça a a été changé d'ici là. Oui, la semi va être faite, et en fait, comme pas trop de forte chaleur devrait revenir, en fait, c'est une histoire de graines. Je vais vous terminer là-dessus. Allez. C'est une histoire de graines. En fait, Jonathan Calderwood Ok. utilise des graines d'hiver et non pas des graines d'été. Et ces graines d'été, ces graines d'hiver, si tu les mets à forte chaleur, ça Ça part part en pas, banane, quoi. ça Ouais. part en banane, et ça va pas. Déjà l'année dernière, rappelez-vous, on avait déjà eu un problème de pelouse, mais en fait, c'est pour avoir une pelouse qui est optimum de, on va dire, octobre Ouais. à Ouais. avril-mai. Ouais. Et donc, en fait, il fait ce choix-là, parce que si tu prends la graine d'été, en hiver, elle aime pas, aime pas le grand froid, elle aime pas le... Voilà. Donc, C'est un choix assez logique. On vit pas dans le Sahel au quotidien. C'est ça. Mais après, quand tu te tapes des 45 à Paris 3-4 fois dans l'été, forcément, n'importe quelle pelouse, elle prendrait tarif. mais elle avait tenu, hein. Elle avait tenu avant de lâcher finalement sur la fin, semi. Ils ont fait une dernière semi le 8 août, et ça a lâché à ce moment-là. Et si c'est pas bien, ça en termine sur une petite touche jardinage dans cette rubrique, les amis. Il est temps T'es de- bon en jardinage aussi. Ouais, hein. ouais, Ah, mais, non, t'as un mais en truc, plus, hein. alors, Il est tu sais quoi, multitâche. j'ai une vraie amitié avec Jonathan Calderwood depuis le Très départ. sympathique Ouais, personnage. très sympathique personnage, le grand keeper du Et puis dis Paris pas Saint-Germain. jardinier, tu sais qu'il aime pas ça. Oui, hein, c'est pour ça que attention. c'est pour ça que je viens de dire. Voilà, Ah, c'est ça. Je sais- L'ingénieur agricole. Allez, je vous la fais l'anecdote. Ouais. En fait, au tout début où il est arrivé, le parking pour la presse était près du Gosport, anciennement Gosport, là, voilà, et on était c'était près de la station Total, donc on se garait là, et j'arrive le soir et je vois ce monsieur en train de transpirer, qui vient me voir dans un anglais bien haché, là, il me dit j'ai un problème, le monsieur à la barrière veut pas m'ouvrir alors que je suis du club. Le mec en fait refusait, il voulait lui faire payer plein pot parce qu'en fait il avait perdu son ticket. Et donc je suis allé voir le gars, j'ai fait mais vous savez pas qui c'est le jardinier du club et tout, rien à faire. Donc on avait dû appeler Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc qui avait dû prendre le téléphone. Le type, je lui ai dit, vous allez avoir de gros problèmes, je vous jure. Lâchez ce type. Ça faisait 1 heure qu'il le retenait et qu'il voulait pas lui ouvrir sa barrière. Il lâchait sa bagnole. Donc, depuis ce jour-là, en fait, dès qu'il me voit, Jonathan Calderwood, c'est comment tu vas? Mais genre, comme si on était des vieux copains de chambrée, juste parce que je lui ai libéré sa bagnole. Et ces 2 enfants qui hallucinaient de se dire, mais notre père peut même pas Quand t'es sortir d'un DG stade. du club et que tu dois gérer l'ouverture d'un parking, t'es content. Non À 1h du matin, Bonjour Jean-Claude Blanc, excusez-nous de vous déranger, mais il y a un petit souci, faudrait. Voilà, bref. Voilà, c'était la petite anecdote. Les amis, il est temps de se dire Sympa. au revoir.
Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Aymeric Le Gall, à David, à Aiello et à Elias Peters pour ce très bon moment passé en votre compagnie, les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine tribune. On vous propose un mag 100% PSG. Dès jeudi, on se fait un tirage au sort de la Ligue des Champions en live. Voilà, avec Thibaut Giangrande, excuse-moi Thibaut, qui remplace Pia au pied levé, et on va se faire une petite émission ensemble, faire le tirage, et on se racontera justement les anecdotes. On aura des supporters avec nous, des journalistes, et on va un petit peu réagir sur l'actualité du Paris Saint-Germain, car jeudi, c'est tirage au sort de la Ligue des Champions, qui est un petit peu notre Ligue des Champions, puisqu'en poule unique, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul vainqueur dans cette nouvelle configuration, c'est le Paris Saint-Germain. Et oui, 2 années de suite, c'est comme ça, le back-to-back. Merci à Diana qui a réalisé cette émission. Merci au ventilateur qui nous a accompagnés toute cette après-midi. Voilà, good job, vraiment. Un très très bon travail. Parce que je peux vous dire, voilà, ne regardez pas la vidéo avec mon t-shirt, on en a bavé, j'allais dire un plus gros mot, mais en tout cas merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abonnez-vous bien évidemment sur nos réseaux sociaux, likez la tribune sur YouTube, et aussi abonnez-vous, on compte sur vous. On est reparti pour cette saison et on est ravis de vous retrouver. Sur ce, il est temps de débrancher ce podcast.